répartir efficacement l'eau pour chacun. Donc, en l'occurrence, nous, on est sur un PTAI. Ça commence par les mêmes lettres, c'est pas tout à fait le même sens. Projet de territoire agricole irriguant. Bon. Ce n'est pas une optimisation, on ne cherche pas à optimiser l'usage de l'eau. Voilà, merci de nous avoir fait rêver. Maintenant, peut-être qu'il y aura des questions sur la réalité de la Vienne. Donc, merci pour vos questions. Oui. Je veux dire aussi, c'est qu'on n'a pas le mauvais vocabulaire. C'est pas irrigation qu'il faut employer, c'est arrosage. L'irrigation, c'est on arrose le sol. On donne l'eau aux plantes par les racines. Là, l'irrigation, donc là, c'est l'irrigation. Là, c'est de l'arrosage. On arrose en l'air. Et à partir du moment qu'on emploie le vocabulaire de l'ennemi, on a perdu la guerre. C'est un peu dur, hein. D'autres remarques? Demande à... je pense pas. Ambroise. Il y a 10 mètres. Il y a 10 mètres, mais là, il va falloir passer par les... Ça va être compliqué. Vous pouvez vous déplacer peut-être. Le mieux c'est de se déplacer peut-être. Oui, bonjour, Chantal Sioupa, conseiller en environnement auprès de l'Union fédérale des consommateurs et membre de la commission locale de l'eau. Et donc, je m'occupe particulièrement de ces problèmes. Et je suis contente que la première question porte sur le vocabulaire, parce qu'on a un gros problème de vocabulaire. Par exemple, vous parliez d'optimisation. L'optimisation, c'est un mot qui est apparu à la place d'économie dans le schéma de gestion des eaux. Dans le schéma de gestion des eaux. Et optimisation, comme vous le disiez, ça peut laisser penser à une optimisation de l'utilisation de l'eau, avec des plantes qui demandent moins d'eau, avec des systèmes d'irrigation au lieu d'arrosage. Mais en fait, dans l'esprit des irrigants, c'est bien ce que vous disiez, tout ce qu'on va pomper, on va essayer de l'utiliser. Il y avait d'autres termes de... Excusez-moi, je suis un peu fatiguée en ce moment. J'avais un autre terme, c'est sur même faire face au changement climatique. Pour les uns, c'est essayer de trouver des solutions pour lutter contre l'augmentation de température, en essayant d'éviter que ça aille en catastrophe. Et pour les autres, lutter contre le changement de température, c'est continuer économiquement. Comme on a moins d'eau, on pourra moins cultiver et on essaye de trouver plus d'eau. Donc, le sens des mots est extrêmement important. J'avais aussi... Non, mais vous avez raison sur ces points de vocabulaire. Hein, c'est des choses qu'on constate très souvent. D'ailleurs, dans les articles que j'ai cités sur l'optimisation de l'agriculture, ce qu'ils disent aussi, la valeur ajoutée, c'est pourquoi, c'est pour qui, c'est pour l'agriculteur, c'est pour la production, la quantité, tout ça, ça peut se discuter. J'avais aussi une question technique, donc je m'adresse directement à la spécialiste. Le principe des réserves de substitution, c'est de prélever en hiver pour utiliser l'eau en été. On part du principe que c'est en hiver qu'on aura beaucoup d'eau. Et est-ce que ça, c'est prouvé? En fait, donc, ce qui se passe, c'est que même s'il pleut la même quantité tous les mois, l'évaporation elle est plus faible en hiver. Donc finalement, il y a plus d'eau qui s'écoule en hiver. Hein, c'est bien ça. Donc l'idée de prélever en nappe en hiver, c'est parce que
quand la nappe elle atteint un certain seuil, l'eau elle déborde, elle va s'écouler assez vite dans la rivière. Et on se dit, bon, bah voilà, quand j'ai atteint ce seuil-là, disons que j'ai bien rechargé ma nappe. Mais ça fait quand même l'hypothèse qu'on peut prévoir plusieurs mois à l'avance qu'est-ce que va être les mois précédents. Alors moi, je travaille sur la prévision saisonnière. Ça marche pas mal l'été. Bon, c'est pas parfait, mais ça marche très mal l'hiver. Je peux vous assurer qu'on a beaucoup de mal à anticiper la recharge hivernale. Hein, ça, alors peut-être qu'on sera capable, hein, voilà, on y travaille, mais aujourd'hui on ne sait pas le faire. Donc ça veut dire que si on commence à prélever très tôt en se disant ça va se remplir, bon, bah, y a quand même des chances qu'on se rate. Est-ce que ça veut dire que sur les 41 millions de mètres cubes qu'on doit stocker dans les 41 bassines de la Vienne, est-ce que ça veut dire que soit on remplit toutes les bassines et on risque d'avoir des assecs en été, soit on se limite dans le remplissage et à ce moment-là, on dimensionne un outil de bassine plus haut que ce qu'on va utiliser? Non, moi j'aurais tendance à penser qu'il faut aller voir, si c'est bien des retenues de substitution qui se font, ben, il faut se dire, il faut avoir une chronologie mensuelle, en disant en dessous de tel niveau je ne prélève pas, à cette période, non c'est trop risqué, je sais pas, je mettrais des choses comme ça, mais le problème c'est qu'il faut les reprendre constamment, parce qu'on n'est pas sur un climat stable, donc ça veut dire, une fois qu'on aura passé du temps à établir cette courbe qu'on trouvera robuste, parce qu'on voilà, eh bien, il faudra la modifier parce que le climat change, donc on vit quand même voilà, une époque dangereuse, quoi. Vous aviez une question? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on constate de plus en plus souvent des sécheresses en hiver. Oui, bien sûr, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est ça, il ne faudrait pas... Et sur cette idée de date aussi, on va aller prélever quelquefois dans des nappes phréatiques. Le point de prélèvement sera à plus d'1 kilomètre de la rivière. Donc, le temps de transfert de la rivière jusqu'à la nappe, j'ai entendu dire que ça pouvait aller jusqu'à 6 mois. Donc, en fait, ce sera en été qu'il faudrait prélever ça dans ces endroits-là. Ça va dépendre, effectivement. Ouais, c'est très variable. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que la plupart, les aquifères, ils sont tous différents, hein, les nappes sont toutes différentes. Et des fois, ça va aller vite, ça va aller lentement. Mais les aquifères, c'est quand même un endroit où l'eau, quand elle est stockée, elle n'est pas perdue par évaporation, elle conserve plutôt une bonne qualité de l'eau. En fait, normalement, c'est une richesse. Hein, donc, préserver cette eau-là, c'est aussi important. Donc, pour la mettre en surface, pour qu'elle s'évapore et se pollue, voilà. Évidemment, chaque cas est différent. Il y a des nappes qui stockent très peu, donc ça peut avoir un sens, mais en tout cas, ça ne peut pas être généralisé partout, ça c'est sûr. Ouais. Le mieux, c'est peut-être de rapprocher bien. Il y a 10 mètres, c'est bon. Bon, je suis un voisin. Je suis impliqué dans les associations de défense de l'environnement en Deux-Sèvres, où il y a déjà un début de chantier pour les bassines. Ça vient tout juste commencer, mais je pense qu'on n'a pas forcément un climat entièrement différent par rapport à la Vienne, dans les Deux-Sèvres. Donc, on a quelques avances en ce qui concerne les réflexions, les réponses données par les agriculteurs. Alors, en Deux-Sèvres, notamment la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres, qui porte actuellement 16 bassines, elle admet assez facilement qu'il y aura certainement des hivers où l'on ne pourra pas remplir les bassines. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, ils ont quand même intégré toutes ces difficultés que vous venez de citer. Donc, on ne peut plus compter sur des pluies très, très fortes qui remplissent les nappes suffisamment. Donc, on voit très rapidement au début de l'année que même des pluies assez conséquentes ne sont pas la garantie que les nappes soient remplies. Et donc, il y a très, très rapidement je dirais même à la fin du printemps, des interdictions d'irrigation. Des choses ont complètement changé. Je voudrais juste revenir à une question. Vous n'avez pas entièrement répondu à la question est-ce qu'il y a un impact
par le stockage de l'eau, sur la qualité de l'eau, et ensuite par l'utilisation de l'eau dans l'agriculture. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'études pour s'exprimer vraiment là-dessus, mais bon, on doit quand même se poser la question, parce que le stockage impacte forcément la qualité. On a des débuts de réponse, je pense, en Vendée, où ces bassines fonctionnent depuis plus longtemps déjà. J'ai l'impression que vous connaissez mieux que moi, mais effectivement, donc, comme je vous disais, c'est des nouveaux objets pour nous, donc on a très peu d'études dessus, hein, mais pour la qualité de l'eau, bon, moi j'ai compris qu'il y avait eu des développements de cyanobactéries, ce qui est à peu près le pire, voilà. Donc, bon, mais même l'ayant entendu, j'ai pas trouvé d'infos écrites dessus, donc on est démunis d'observation. La compagnie d'aménagement de gestion de l'eau, peut-être, a fait une étude justement sur la qualité de l'eau issue des bassines. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu une où il n'y a pas eu des cyanobactéries. Ah oui. Ah voilà, ouais. Bah écoutez, moi ce que j'avais entendu dire, c'est que du coup ils n'avaient pas pu utiliser cette eau qui était trop contaminée pour l'irrigation. Mais j'avoue, moi j'ai entendu cette info, j'ai pas retrouvé de traces écrites. Alors bon, j'ai peut-être pas bien cherché, hein, mais voilà. En fait, on a fait des prélèvements dans une bassine, on a trouvé des cyanobactéries. Je pense que d'en trouver, ouais. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de doute qu'il y a des cyanobactéries. Après, est-ce que c'est suffisant pour... Enfin, moi, l'eau a été utilisée quand même. Voilà, mais il y a peut-être des concentrations... Je suis d'accord avec vous, mais il y a peut-être des concentrations où ils interdisent et d'autres pas. Je retransmets. Bonjour à tous, je suis étudiante à l'université de Poitiers en géographie, je suis actuellement en master et je suis en train justement de faire un mémoire sur les retenues d'eau. Et du coup, je m'adresse, je sais pas, il y a quelqu'un qui a parlé par là-bas, je trouvais l'intervention très intéressante justement sur les cyanobactéries et sur les retenues d'eau, à savoir que même en utilisant tous les outils impossibles et inimaginables de recherche de l'université, on trouve très peu de résultats d'études sur ce genre de choses. Donc, je voulais savoir si, du coup, via des organismes, il était possible de récupérer quelques informations ou quelques études. Voilà. Et d'ailleurs, je profite, c'est pas un micro, hein, je profite pour vous rappeler que demain, mercredi, place de la Vraie, il y a une manifestation justement pour empêcher ces bassines. Parce qu'il est clair, on peut toujours tergiverser. Oh ben peut-être qu'on ne va pas les remplir, peut-être que si on changeait de structure, on n'en aurait pas besoin, non, ça ne sert à rien. Ça sert qu'à l'industrie de A à Z, au fond, à Vinci, à tout ça. Ça ne sert même pas aux agriculteurs, en fait, qui servent que de traiter. Et c'est tous ces industriels qui, d'un coup à l'autre de la chaîne, gagnent de l'argent. Alors, il y a une chose qu'on ne tient pas compte dans l'évolution du climat, c'est les intérêts des actionnaires, des industries néfastes. Et ça, c'est le gros point dans l'évolution du climat. Alors, rappelez-vous demain midi, place de la Vraie. Pour continuer, samedi 25, manifestation sur le bassin de l'Aume-Couture à Longré, à côté de Villefagnan. Donc vous descendez la nationale 10, vous sortez à Ruffec à droite et vous continuez sur Villefagnan-Longré samedi. Moi j'ai une question, je suis novice et pas que, alors j'ai confiance dans les gens qui luttent contre les bassines parce que je les connais bien et j'ai une confiance dans leur jugement, mais je suis venue ici pour m'instruire et j'aimerais des réponses un peu plus terre à terre et quand on parle des choses, qu'elles soient nommées et qu'on explique pourquoi. Alors qu'est-ce que ça fait les cyanobactéries, d'où ça vient, enfin tous les petits détails, comment sont décidées la construction des bassines, qui en tire profit. Alors là, on a vu que Vinci, avec ses tracteurs et ses pelleteuses, gagne peut-être plus d'argent que les agriculteurs. Mais voilà, tout le b.a.-ba, combien ils payent l'eau, les gens, est-ce qu'ils la payent, est-ce qu'ils payent le matériel, est-ce qu'ils payent, je ne sais pas.
Et parce qu'on nous dit que ça nous coûte, ça nous coûte quoi? Et ça nous prend quoi? Quand on assèche les rivières, quel impact ça a sur ma vie? Voilà. Est-ce qu'on peut faire appel à Jean-Pierre Coelho aussi? S'il te plaît, Jean-Pierre. Alors, oui, les réponses, puis après, ça va être la dame qui va poser une autre question. Jean-Pierre, tu veux répondre? Tu es beau. Bon, savoir comment se décide une réserve de substitution. Alors, c'est un long chemin. Ça commence par une enquête publique à laquelle vous êtes conviés de participer. Vous pouvez émettre toute une contribution auprès du commissaire enquêteur. Ensuite, ça passe devant le CODERST, qui est le conseil départemental d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. Ça se passe à la préfecture, il y a une commission. Et toutes les associations qui siègent sont vraiment en minorité, c'est-à-dire que n'importe quel dossier, y compris celui des bassines, recueillera au maximum 3 ou 4 voix d'opposants ou d'abstention, mais pas plus. Donc, le dossier sera forcément accepté. Même si le commissaire enquêteur a émis des réserves ou autres, on en a vu un une fois, il n'en sera pas tenu compte. Je parle très sérieusement. Hein. Bon. Et ensuite, ce qui se passe pour les réserves de substitution, c'est que, excuse-moi, les associations locales viennent nature, et puis des partenaires comme l'UFC, la Confédération paysanne, la LPO, sont allés au tribunal administratif. Ils ont gagné, les associations ont gagné en première instance sur la Clouère, et en appel, ils ont perdu. Il y a encore, disons qu'on considère que sur 41 réserves de substitution en projet, il y en aura 33 qui sont encore en contentieux ou le seront. En ce moment, les associations préparent un recours contre les 8 dernières sur le bassin de la Palue. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Bon, tu as oublié que ça a commencé par des études tout de même, par une demande des agriculteurs et des études. Et il y a une chose particulière pour le bassin du Clin, c'est que les études ont porté sur 41 réserves. Tout ça, c'était même les études des impacts cumulés. Et on nous a sorti 5 arrêtés préfectoraux. On a découpé ça en sous-bassins. Et il faut savoir que les études d'impact sur l'environnement doivent être proportionnelles à l'enjeu du projet. Donc, un projet sur 5 ou 6 bassines sera automatiquement moins important qu'un projet sur 41 bassines. Et ils ont réussi à faire passer des études beaucoup plus légères de cette façon-là. Donc, on essaye aussi d'exiger qu'il y ait vraiment des études à la hauteur d'un projet, d'un grand projet de 41 bassines sur le bassin du Clin. On peut continuer parce que qui les finance, combien payent les agriculteurs? Oui, combien paye l'agriculteur et tout. Oui, alors les finances, merci de poser la question. Les 41 réserves de substitution en projet sont évaluées à 72 millions d'euros. Là-dessus, les agriculteurs demandent plus de 70% de subventions, environ 50 millions de subventions en argent public. Et ce qui serait intéressant, ça serait de savoir qui va payer. Et vous faites partie, voilà, des gagnants, puisque ça se passe en grande partie à travers les factures d'eau. Il y a quelques lignes qui sont prélevées sur vos factures d'eau par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous me contredites. Et l'agence de l'eau Loire-Bretagne utilisera cet argent pour payer la part d'argent public
la majorité de la part d'argent public demandée par les irrigants. 50 millions d'euros. 70%. Et on considère que ça fait à peu près 5 années de dépenses de l'agence de l'eau pour le département. Alors, ça ne sera pas comme ça parce que c'est réparti dans le temps et puis c'est globalisé sur l'échelle de l'agence de l'eau. Mais en fin de compte, il y a d'autres réserves de substitution dans d'autres départements qui sont administrés par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, avec la péréquation, on avait calculé que si on ramenait cette dépense au nombre d'habitants de la Vienne, ça faisait 125 € par habitant. C'est-à-dire, pour une famille avec 2 enfants, ça faisait 500 €. Mais on nous dira que ça ne se passe pas comme ça parce que... sur combien d'années? Oui, ça sera réparti sur le temps de construction des réserves de substitution et puis l'agence de l'eau donnera un budget global et non pas forcément juste ce qui est dévolu à... Ça veut dire quoi, substitution? Ça se substitue à quoi? Moi, je voudrais juste rajouter, par cet argent, il faut comprendre qu'on va dépenser de l'argent pour ne pas résoudre un problème. C'est quand même important, parce que ça ne va pas résoudre le problème. Donc, moi, je trouve que c'est là que ça pose question. C'est-à-dire que ça serait bien de dépenser de l'argent pour résoudre des problèmes. Voilà. Oui, oui. Bon, ce qui se passe aussi, c'est que parce que c'est discuté à un tas de niveaux, ce qui se passe, c'est que les associations demandent au moins en contrepartie des engagements des irrigants en termes de réduction des intrants et de diminution des quantités prélevées. Et on n'a jamais satisfaction. Il y a une dame là. Il y a des arrosages en plein jour. Merci. Bon, bonjour, je m'appelle Olivier Renard, je travaille à l'agence de l'eau, donc qui a été citée par Monsieur Coelho. Alors, en fait, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est un organisme qui est chargé d'améliorer la qualité de l'eau sur l'ensemble du bassin de la Loire et sur la région Bretagne. C'est 13 millions d'habitants et le budget de l'agence est constitué par des redevances, notamment des redevances qui sont liées à l'usage domestique, c'est-à-dire l'usage que nous faisons quand on ouvre le robinet chez nous. Sur le prix de l'eau, il y a entre 20 et 30 centimes qui reviennent à l'agence de l'eau. Ça fait un budget d'à peu près un peu plus de 300 millions d'euros par an. La majeure partie du budget, au jour d'aujourd'hui, est destinée à améliorer l'assainissement à travers des stations d'épuration, des réseaux d'assainissement qui permettent d'acheminer les eaux usées vers ces traitements, de la gestion des eaux pluviales pour éviter d'engorger les réseaux en question, également des actions pour renaturer les rivières et des actions pour diminuer les pollutions diffuses. Et parmi l'ensemble des actions, économiser de l'eau, voire lorsque cette eau n'est pas suffisamment disponible pour les usages, eh bien essayer de trouver des solutions dont font partie d'ailleurs les réserves de substitution, mais pas que. Alors, quand on dit que ça va coûter un peu plus de 100 € par habitant, 125 €, il faut vous imaginer que ce n'est pas 125 € que vous allez débourser, vous, habitants du département de la Vienne. C'est l'équivalent de la somme d'argent en question. Elle est prélevée sur le budget de l'agence à travers donc ses redevances. Mais c'est quelque part la collectivité des 13 millions d'habitants du bassin qui, à travers ses redevances, finance des stations d'épuration aussi bien à Rennes qu'à Limoges, des réseaux d'assainissement à Orléans ou à Nantes, des renaturations de rivières
aussi bien dans le Massif central que dans le Limousin, voire dans la région Pays de la Loire. Bref, c'est tout ça. Ce n'est pas un prélèvement direct, mais je suis d'accord avec vous, quand on fait la division par le nombre d'habitants, cela revient à ça. Pour autant, je crois que l'intérêt global de l'agence de l'eau, c'est d'essayer d'attaquer l'ensemble des problèmes. On paye pour des biens privés, là, quand même. On paye pour des biens privés. Alors, attendez. Une question, vous êtes bien placé pour nous dire combien payent les usagers domestiques, combien payent les usagers agricoles. Oui, donc la réalité, c'est qu'effectivement, le budget des agences de l'eau est constitué à un peu moins de 80% par les contributions des usagers domestiques à travers la facture d'eau, aussi bien pour les prélèvements que pour la pollution qui est générée par nos usages domestiques. Les usagers agricoles, s'il vous plaît, quel est le pourcentage du budget de l'agence? On est autour de 8 à 10%. Qu'est-ce que ça veut dire substitution, s'il vous plaît? Alors, la substitution, les réserves dites de substitution, c'est des réserves d'eau qui sont remplies en dehors des périodes d'étiage, c'est-à-dire qu'on substitue des prélèvements, des pompages en été, par des pompages qui sont effectués lorsque les niveaux des eaux sont suffisants soit dans les nappes, soit dans les cours d'eau. Donc généralement, sauf sécheresse particulière, mais c'est généralement en automne et en hiver, on constitue ces réserves pour ne plus prélever l'équivalent en période estivale. Donc c'est ça la substitution. C'est-à-dire qu'on substitue des prélèvements estivaux par des prélèvements hivernaux. Et qui est-ce qui calcule l'équivalence? Oui, moi je voudrais rebondir sur la substitution puisque je suis riveraine des bassines de la ZAD des Roches, annulées 2 fois par le TA et qui continue à fonctionner et donc l'enquête publique est en cours. Alors c'est assez rigolo, hein. C'est assez rigolo parce que illégal, pas contrôlé, et comme toutes les réserves, quand on a besoin d'eau et que la réserve est vide, ben on la remplit. Et comment on fait pour la remplir? Par dérogation donnée par le préfet. Voilà, je rebondis juste sur ça. Le financement de l'agence de l'eau. Alors, moi je veux bien aller sur le chantier de Mosée, le financement de l'eau, de l'agence de l'eau. Là, il est en train de passer, alors, de la COP, hein, c'est de la COP certainement, de la COP de l'eau. Il est en train de passer en frais de gardiennage. Je vous assure qu'un chantier aussi bien gardé, avec un monsieur qui a des lunettes, déclenchement automatique, des caméras, les moyens mis en place par la police et la gendarmerie avec des camions techniques et tout, moi, je veux bien, c'est l'État qui paye, il y a l'agence de l'eau qui paye, et je dis que l'agence de l'eau paye aussi un petit peu et maintient à flot la Compagnie Générale des Coteaux de Gascogne, qui a du mal à survivre. Et vous la financez bien. Bon, Caussade. Alors maintenant, je rebondis sur ce que je voulais vraiment dire. C'est que tout ça dépend de la DCE, de la loi cadre sur l'eau européenne, la directive cadre et des directives filles, sur les habitats, sur la potabilité des eaux, sur le milieu marin. La DCE dit que la priorité, c'est à l'eau pour l'alimentation humaine, pour les humains. Et que s'il en reste, elle part au maintien en bon état des milieux et de la biodiversité, et le reste se partage entre l'agriculture et l'industrie. Or, on priorise l'usage. Bon, il faut que je me calme. Donc, voilà, non, mais il a l'habitude. Excusez-moi, là, je voudrais récupérer mon rôle d'animateur. Excusez-moi. Je voudrais récupérer mon rôle. Non, j'ai pas fini. Donc, je voulais dire qu'on a déposé auprès du Parlement, européen une pétition pour justement 9 violations par la France des directives cadres et des directives filles, et que donc la pétition a été acceptée par le Parlement européen, que des missions sont lancées pour contrôler justement auprès de la France toutes ces violations, qui concernent en particulier le marais Poitevin,
notre zone humide, qui malgré tous les efforts faits avec les réserves de substitution en Vendée, en Charente-Maritime, a perdu quand même 60% de sa surface. Et je voudrais finir par une question à Florence. Il y avait quelque chose qui m'avait interpellée à Effre, c'est le fait qu'une nappe qui s'effondre ne revient jamais à son état préalable. C'est-à-dire qu'une nappe, lorsqu'elle est asséchée, ne se regonfle jamais. Voilà, c'était tout. C'est vrai, mais ce n'est pas le cas de toutes les nappes. Hein, c'est vrai que quand une nappe perd son eau, elle peut se compacter. Et en fait, le niveau du sol s'affaisse. Il y a des très beaux exemples où on a perdu jusqu'à 60 mètres. Mais voilà, c'est des nappes particulières, ce n'est pas forcément les nappes qu'on a plus. Merci. Non, Jean-Claude Alloy, bien de nature. Je voulais juste apporter une réponse à la question de la substitution. Quand on va voir dans les définitions, notamment à la fin du stage, la réserve de substitution, c'est celle où on remplace des prélèvements estivaux par des prélèvements hivernaux. Donc, si je dis remplace, on devrait donc avoir plus de prélèvements hivernaux et moins de prélèvements estivaux. Dans le bassin du Clain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui risque de se passer ici? C'est que les volumes prélevables estivaux ne vont pas changer. Et comme ils ne sont pas attribués individuellement, ils sont attribués à l'OUGC, donc les agriculteurs du bassin du Clain auront l'été le même volume de flotte. Et ils auront en plus le volume des bassines. Donc on ne fait pas d'économie d'eau, on rajoute de la consommation d'eau. Et on rajoute à peu près la moitié, hein, à la louche, c'est la moitié. Donc, on nous parle de substitution, mais jamais c'est mis en pratique. Alors, ils vont nous dire, si, dans les dossiers, c'est point de prélèvement substitué. Point de prélèvement substitué, c'est un point de prélèvement pour lequel ils ne prélèvent plus l'été. Et comme globalement, il y en a plein de points de prélèvement, et comme globalement, le volume prélevable l'été ne va pas changer, on va donc avoir une augmentation de la consommation d'eau. Voilà. Je vais ajouter une deuxième remarque. J'ai trouvé, il y a un certain temps, une conférence faite à l'Académie d'agriculture de France par un monsieur qui s'appelle André Neveu, qui se posait la question de savoir s'il fallait augmenter l'irrigation pour nourrir la planète. Il répond assez vite oui, puis ensuite il passe à la question, il examine la situation de la France. Il fait le tour de France des possibilités d'irrigation. En gros, il dit à peu près partout, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et il termine en disant, en Poitou-Charentes, il y aura toujours des problèmes, parce qu'il n'y a pas de nappe importante, et il n'y a pas de flotte à grand débit estival. Donc, en clair, on n'a pas de flotte. On veut persister à cultiver du maïs, qui est une plante qui a besoin de la flotte quand on n'en a pas. Et voilà. Ça serait quand même relativement pas trop compliqué de modifier les assolements. Merci Jean-Claude. Avant de passer la parole à d'autres personnes du public, j'ai vu madame qui demandait la parole, peut-être d'autres personnes souhaitent poser des questions. D'autres? Là, je vois que le monsieur qui en a déjà posé, vous en avez déjà posé également. Je voudrais juste signaler qu'il y aura une deuxième étape à cette soirée d'information. Il y a une table ronde le 15 octobre qui se tiendra vraisemblablement dans la région de Lusignan. On ne sait pas encore précisément dans quelle salle. Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Sur cette table ronde seront traités tout un tas d'aspects juridiques, agronomiques, etc. Donc voilà, pour votre information. Madame, vous vouliez poser une question? Alors, moi, ce n'est pas tant une question, c'est un témoignage. C'est-à-dire que je suis comme madame, j'étais venue m'informer. Et ce qui m'intéresse beaucoup, là, dans la conclusion que vous faites, c'est, à l'inverse, elle doit intervenir après une remise en question globale du fonctionnement local. Je m'explique.
Il y a 5 ans, je pense que j'aurais fait uniquement les mêmes observations que ce qu'il y a partout dans la salle, parce que effectivement, l'eau, c'est un bien commun, on sait pertinemment qu'on va en manquer. Moi, mon prof d'histoire géo, il me le disait quand j'étais en 4e, voilà, donc ça fait 30 ans, il n'était pas visionnaire, donc on le sait très bien. Donc pour moi, l'eau, c'est, voilà, enfin, c'est pas pour moi, c'est un bien commun. Donc je ne comprends effectivement pas pourquoi, si la solution, c'est de construire des bassines, quel que soit l'ouvrage, en fait. Parce que techniquement, moi, finalement, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris encore si oui, non, c'est bien, pas bien, en fonction des enjeux, j'en sais rien. Voilà, je suis venue m'informer, mais je reste un peu sur ma faim quand même. Mais l'eau, c'est un bien commun. Et donc, pourquoi un ouvrage, si on doit le construire pour se nourrir? Parce que quand même, l'eau, elle nous sert à boire, mais elle nous sert à nous nourrir quand même, malgré tout. Et les agriculteurs, alors, ne vous énervez pas tous avant que je finisse ce que j'ai à dire, s'il vous plaît. Les agriculteurs, ils nous nourrissent. Donc, l'eau, le bien commun, les agriculteurs, bon, ça a un petit peu un lien quand même. Et donc, pourquoi mon questionnement, il a changé depuis les 3 dernières années? Parce que moi, je suis en reconversion, je suis agricultrice, et en plus, vous savez quoi, je suis irrigante. Voilà, la totale. Sauf que donc, je suis agricultrice, je suis en petits fruits, en fruits et en petits fruits. Je suis en circuit court, j'ai 2 hectares, j'utilise 3000 m3 par an en irrigation en goutte à goutte. J'étouffe dans mon truc. Ouais, je l'enlève. Quand j'ai voulu m'installer, voilà, je voulais m'installer en Poitou-Charentes. Mon projet, il n'avait pas de sens ailleurs, donc je me suis installée ici, pas en Normandie. Je me suis installée en petits fruits parce que j'avais fait le constat qu'il n'y avait pas de fruits en local et pas de fruits de qualité, et que moi, je voulais que mes enfants, ils mangent des choses de qualité parce que je suis fille d'agriculteur et que j'ai toujours bien mangé et que je trouvais ça incroyable de bouffer de la saloperie. Donc voilà, je me reconvertis, je suis agricultrice, je me lance en petits fruits, génial, en agriculture biologique, en circuit local, je monte mon plan d'entreprise, et là, bon, bah, il me faut de l'eau. Des fruits sans eau, j'avais imaginé que c'était possible dans un potager, sur des arbres c'est possible, sur du petit fruit ça l'est pas. Et encore sur des arbres c'est possible, pour en vivre, même si on veut réduire la quantité d'eau, il en faut quand même un minimum. Bon, je demande à avoir un accès à l'eau. Au-delà de 1000 m3 par an, un accès à l'eau, ce n'est pas une déclaration, c'est une autorisation. Et en fait, ben non, vous n'allez pas avoir d'eau. Ah, ben pourquoi je ne peux pas avoir d'eau pour 3000 m3 par an? Ça ne me paraissait pas être, pour nourrir les gens autour de moi, ça ne me paraissait pas être une énormité, quoi. Et finalement, j'ai eu accès à l'eau parce que je pense que je suis aussi un peu quand même la caution verte des irrigantes, c'est-à-dire que oui, voilà, je suis irrigante, mais avec tout ce que je vous ai dit autour. Et moi, je trouve ça compliqué, ce débat-là, parce qu'il y a un vrai enjeu sur l'eau. Moi, mes fraises, il n'y en a pas de fraises si je ne les arrose pas. Voilà. Et d'un autre côté, je suis obligée, moi, de rentrer dans un fonctionnement administratif que je ne trouve pas très logique. Bon, déjà, l'attribution d'un volume d'eau dans les Deux-Sèvres va être différente que dans la Vienne ou en Charente-Maritime ou en Charente. Donc, comment ça se fait qu'on n'est pas tous traités à la même enseigne? Comment ça se fait que ce n'est pas administré de la même manière? Donc ça, c'est une première question. Pourquoi est-ce que c'est les irrigants en place aujourd'hui qui m'ont donné presque l'autorisation, moi, d'avoir mes 1000 m3? Enfin, ça, je ne comprends pas, quoi. Ensuite, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Moi, je n'ai pas tout compris parce que je suis rentrée dans ces trucs de bassines. Je paye un droit d'accès. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai que si un jour les volumes des bassines sont disponibles, ils s'ajoutent au volume aujourd'hui prélevé. Moi, ce qu'on m'a dit, mais vraiment en toute... Enfin, voilà, je vous répète ce que j'ai compris. Non, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, j'ai droit à mes 3000 m3 d'un volume qui sont fléchés. Amélie Laumont, elle a le droit à 3000 m3 d'un volume global qui doit diminuer et qui, aujourd'hui, sont prélevés sur le milieu,
qui demain, moi, à Noyer-Maupertuis, je prélèverai toujours sur le milieu, c'est-à-dire une nappe, mais parce que d'autres m'auront libéré du volume sur le milieu parce que prélèveront sur les bassines. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. Voilà. Donc normalement, le volume prélevé sur le milieu doit diminuer de ce qui sera disponible sur les bassines. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Bon. Donc, moi, je trouve que ce débat est compliqué et je trouve que le postulat de base, il est faussé. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être, dès lors que l'eau est un bien public, il faudrait que tout le monde paye pour l'usage de l'eau, au même titre que tout le monde paye pour traiter ses déchets aujourd'hui. Et malgré tout, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un vrai besoin pour se nourrir. Alors après, on est d'accord qu'il faut aussi adapter les cultures. Hein. Je ne dis pas que... Mais voilà, c'est compliqué parce qu'il y a des petits projets en maraîchage qui veulent s'installer pour nourrir ses voisins qui aujourd'hui ont des difficultés d'accès à l'eau. Donc il faudrait aussi, je pense, dans les débats, reparler du fonctionnement global et je trouve que votre conclusion, elle est vachement intéressante. Merci parce que en fait, vous expliquez pourquoi c'est flou, parce qu'en fait, je pense que chaque cas est particulier. Et effectivement, je pense qu'un problème, c'est vraiment l'accès à l'eau pour tous. C'est un point problématique. Et qu'en fait, il n'y a pas de solution unique. Voilà. Donc, merci d'avoir éclairci mon point, même si ça fait que l'exposé est flou. Juste un petit point pour aggraver. Merci Amélie de ton intervention. Pour aggraver le trait, les 41 bassines, 71 millions de mètres cubes, 71 millions d'euros, concernent 151 adhérents d'ESCAGE qui auront leur débit garanti. OK? Bon. Et parallèlement, il y a des faveurs qui sont accordées aux jeunes agriculteurs. Je durcis le trait, mais c'est la réalité. Est-ce qu'il y a Michel Girard dans la salle, s'il vous plaît? Michel Girard, est-ce que tu peux venir? Je crois que tu as des réponses intéressantes à donner à l'intervention qui vient d'être faite. On va passer la parole. Le monsieur en rouge, il a levé la main. Bon, effectivement, ces questions sont complexes. La jeune agricultrice, on est d'accord avec vous que vous devez avoir accès à l'eau pour 3000 mètres cubes pour nourrir les gens de votre environnement. Le problème, c'est que dans la Vienne, contrairement à ce que disent les irrigants, la plus grande partie de l'eau qui est prélevée toujours pour le maïs grain. Donc un produit qui est exporté, qui est surtout produit dans des grandes exploitations généralement intensives, qui ont tendance à dégrader la qualité, moyennant quoi l'agence de l'eau est obligée de financer des usines pour traiter l'eau, et on ne résout ni les problèmes quantitatifs, ni les problèmes qualitatifs. Et Madame, vous avez évoqué 28 millions de mètres cubes en moyenne actuellement utilisés sur le bassin du Clin. Ces questions-là de quantité sont vraiment floues. Personnellement, je suis un peu économiste, mais j'ai toujours pas bien compris. Je suis persuadé qu'actuellement, c'est faux. Les 28 millions ne sont pas utilisés. Les irrigants en ont ainsi sous le pied. Et c'est ce qui explique que oui, tu disais, qu'avec les bassines, finalement, on va augmenter la quantité qui pourra être prélevée en été, ou en tout cas ne pas la... En plus, celle de l'hiver. Voilà. Donc, actuellement, les produits de type maraîchage, fruits, semences, enfin, autant de productions qui dégagent de la valeur ajoutée et qui sont créatrices d'emplois, la quantité d'eau utilisée par ces productions-là, c'est de l'ordre de 10 à 15% uniquement.
La plus grande partie, enfin de l'ordre de 50 à 60%, c'est pour le maïs. Et puis entre les deux, c'est pour des tours d'eau sur les grandes cultures. Et à la conférence du 15 octobre, j'aurai l'occasion de m'exprimer, de détailler davantage. Je peux faire la démonstration qu'avec environ 20 millions de mètres cubes d'eau sur le département, on peut satisfaire les besoins en continuant de réduire la surface en maïs, parce que la surface en maïs a déjà beaucoup diminué, et il suffit d'accompagner le mouvement pour encore diminuer cette superficie en maïs et de réserver l'eau agricole. Bien sûr, je suis bien d'accord que la priorité, c'est l'alimentation en eau potable, mais concernant l'eau pour les agriculteurs, ça doit d'abord servir aux productions alimentaires riches en valeur ajoutée, etc. Donner quelques tours d'eau au printemps lorsqu'il y a un coup de sécheresse, ou bien au mois de septembre pour réussir un semis de colza, par exemple, ça peut être intéressant. Mais par contre, continuer de diminuer l'eau consommée par le maïs. Merci Michel. Le monsieur, voilà, on attend le monsieur au pull rouge qui a une question à poser, qui n'a pas encore parlé. Merci de venir au micro. On n'a pas assez de fil pour venir en micro. Bonsoir à tout le monde. Il n'a pas été abordé la question des profondeurs de forage, alors qu'on remonte à la surface, il est question de remonter à la surface des nappes qui sont très anciennes, à ce qui paraît, sur les écrits que j'ai pu lire, et ça ressemble à une catastrophe, catastrophe écologique sans précédent. Je crois qu'il faut... Ben oui, alors... En fait, si on peut pomper dans ces nappes, c'est parce qu'elles sont quand même rechargées, parce que sinon, on verrait le niveau qui diminuerait vraiment de façon très importante. J'avoue que je n'ai pas idée des temps de renouvellement, mais en tout cas, c'est sûr que si moi, j'ai regardé les chroniques récemment, qui ont des fluctuations, et puis qui sont quand même très impactées par les prélèvements, mais ce qui est prélevé actuellement... ne cumule pas, on ne va pas vers une diminution, heureusement que c'est contrôlé, je pense que l'agence de l'eau fait son travail, mais voilà, on n'est quand même pas actuellement sur une situation où on utilise de l'eau fossile, par exemple. On n'est pas sur la situation que j'ai décrite, heureusement, et j'espère que ce ne sera pas le cas. C'est pas de l'eau fossile, mais à ma connaissance, il s'agit des nappes du Toarcien et du Dogger qui sont utilisées pour l'eau potable. Donc, je rejoins votre étonnement, monsieur. J'ai une réponse là-dessus. Oui, nous avons dans notre secteur, dans le bassin du Clin, des nappes qui se renouvellent. C'est la nappe, on appelle ça la nappe du Dogger. Et il y a une nappe qui est captive, qui est l'infratoarcien. Le toarcien, c'est une couche géologique formée d'argile. Et donc, ce qui est en dessous, c'est bloqué par cette argile. Et donc, c'est une nappe qui, en théorie, ne se renouvelle pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Captif, ça ne veut pas dire ça. Oui, alors expliquez-moi. Alors, captif, ça veut dire que ça se remplit moins. Enfin, effectivement, les recharges, elle est plus lente. Mais ce qu'il faut voir, c'est que très souvent, les nappes captives, elles sont à un endroit où elles sont affleurantes et là, elles vont se remplir. Et donc, il y a un écoulement qui fait que l'eau alimente quand même la nappe. Et même si c'est un peu lent et que c'est un peu loin, voilà, elle est quand même réalimentée. Donc, parce que si ce n'était pas réalimenté, là, je pense qu'il y aurait des gros problèmes. Alors, au niveau du bassin Loire-Bretagne, l'infratoarcien, c'est classé comme nappe qu'on doit mettre de côté pour l'avenir. Donc, et actuellement, il y a des captages agricoles sur ces nappes qui seront supprimés dans le cadre des réserves de substitution. Cela dit, elles seront remplacées par des captages dans les nappes qui sont au-dessus. Et on mettra à la place, comme elles sont réservées pour l'eau potable et les générations futures, on mettra dès maintenant des captages pour l'alimentation en eau potable. Donc en fait, c'est une entourloupe de toute façon.
Et bon, j'ai regardé les chroniques du BRGM sur ces nappes donc de l'infratoire-sien. Elle a tout de même un battement de 20 mètres. Je trouve ça un petit peu bizarre. Oui, ça pompe pas mal. Ouais. Ah bon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Non, c'était sur les nappes captives et vous avez répondu. Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est aussi une information. Quand on parlait des compteurs, des forages des agriculteurs, normalement, depuis les années 97, je crois, il était installé sur tous les forages des agriculteurs des compteurs qui permettent de contrôler la quantité qui est pompée sur les nappes. Et je sais que j'étais chez un copain dans le Loir-et-Cher à cette époque-là, et il me disait, c'est impressionnant, parce qu'il me dit, ça fait 2 jours que c'est installé, regarde ce qu'il y a sur le compteur. Il y avait déjà un nombre à plus de 3 chiffres. Et il dit, c'est vrai que quand on a une pompe, un enrouleur qui débite 80 mètres cubes heure, s'il tourne pendant 12 heures, on est arrivé à 1000 mètres cubes. Quand il y en a plusieurs sur l'exploitation qui fonctionnent en même temps, ça donne une idée de la quantité qu'on peut arroser. Mais bon, je suis étonné qu'on ne puisse pas, à partir de ces compteurs-là, savoir la quantité d'eau prélevée sur l'année, sachant que ces compteurs-là sont contrôlés. Chaque agriculteur a un quota pour l'année d'eau irriguée. Moi, je travaillais à l'INRA, c'était notre problème, c'était notre cas. Il fallait qu'on gère cette quantité sur l'année, à ne pas dépasser. Et quand on avait ça, c'était saucissonné en quota par mois ou par semaine. Et donc, quand on est en période de plus de sécheresse, il y avait des restrictions. On avait des autorisations de 50% du quota pour le prélèvement de la semaine ou de 25% ou arrêt total de prélèvement. L'intérêt des bassines, ça permettait peut-être aux agriculteurs de pouvoir arroser, même quand on est en période d'interruption totale de pompage, parce que ce n'est pas de les nappes qui prélevaient. Et je pense que sinon, il n'y aurait pas lieu de faire les bassines. Merci beaucoup pour cette remarque, parce que vous soulevez un point hyper important, c'est que effectivement la connaissance des prélèvements, c'est un peu la base, quoi. C'est-à-dire si on ne sait pas ce qui est prélevé, on va avoir du mal. Et donc j'avoue que je ne connais pas très bien la situation du bassin du Clin, mais malheureusement, on connaît très mal les prélèvements, même s'il y a des compteurs, ils ne sont pas forcément en tout cas mis à disposition. La plupart du temps, c'est déclaratif, hein, c'est-à-dire que les agriculteurs déclarent à l'agence de l'eau les contenus et donc ils sont taxés dessus. Donc ils n'ont pas forcément intérêt à déclarer complètement. Bref, et donc je vais donner la parole pour les caractéristiques locales. Mais on peut aller le contrôler quand même n'importe quand. Alors, les services de contrôle de l'État, puisque logiquement, l'État doit contrôler ses compteurs. Les services de contrôle de l'État, qui sont les services de police de l'eau en département, il faut bien avouer que leur nombre de salariés est limité, qu'ils ont difficilement le temps de faire ces contrôles. Donc, nous sommes sur du déclaratif. Alors, en 2019, la sécheresse avait été suffisamment forte pour que soit envisagée la possibilité d'installer sur les pompes des compteurs électriques communicants, type Linky, sur les tarifs jaunes, ce qui permettait d'avoir au moins le volume débité par la pompe. C'était évoqué, il y a eu une belle levée de bouclier. Apparemment, ce n'est pas résolu. Ça ne figure pas dans le PTAI. Est-ce que ce n'était pas une condition pour les bassines des Deux-Sèvres? Écoutez, les conditions sur les bassines des Deux-Sèvres, il y avait des engagements qui étaient pris, qui étaient garantis par l'établissement public. Je vais céder la parole à Jean-Louis, parce qu'il est beaucoup plus précis que moi sur ces conditions, mais en gros, je crois que la partie mise en œuvre de ces éco-conditionnalités n'a pas eu la même valeur que ce qui a été pris en compte pour l'établissement du protocole de Sèvres. Jean-Louis, tu acceptes de prendre la parole? Oui, non, mais là-dessus, il n'y a pas grand-chose.
Non, je crois qu'on ne peut pas entrer dans les détails ce soir, puisque le 15 octobre, il y aura une réunion où on balayera tout ça. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on utilise davantage les compétences de Florence Abetz. Mais bon, les engagements des Deux-Sèvres, à l'heure actuelle, il y a une évidence, c'est qu'ils ne sont pas tenus alors même que les travaux démarrent. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a tout un tas d'engagements qui ont été signés. Alors, ça a été dit lors de la manifestation de Saint-Sauvant il n'y a pas longtemps, sur une quinzaine d'irrigants, il y en a 4 ou 5, je ne sais plus, qui ont accepté de s'engager à un diagnostic de leur exploitation. Sachant que le diagnostic d'exploitation, tout frais payé par nous, n'engage à rien. Il prépare éventuellement un plan de gestion avec les engagements. Donc ça dépasse de beaucoup la question des compteurs communicants. Je crois qu'effectivement c'est dans la liste des engagements. Les engagements sont à 3 niveaux. Un agriculteur peut se contenter du niveau le moins exigeant et il s'engage à planter 200 mètres de haies pour 100 hectares irrigués. C'est des choses de ce genre. Il s'engage souvent à respecter la réglementation. Très souvent les engagements, c'est en tout cas dans la Vienne, la préfète nous a dit qu'elle nous proposait un protocole analogue à celui des Deux-Sèvres, et c'est ça qu'on a eu. On a eu des propositions qui revenaient à respecter la réglementation, à respecter l'éco-conditionnalité de la PAC. Par exemple, un agriculteur a tenu un engagement au niveau, je ne sais plus quoi, 1 ou 2, s'il ne consacre pas plus de tel pourcentage de son chiffre d'affaires à l'achat de pesticides. Or, tous les agriculteurs interrogés nous disent que le plafond fixé, c'est déjà le triple de ce qu'ils utilisent au maximum. Oui, c'est totalement bidon. On met sur le même plan, dans les engagements, une agriculture à haute valeur environnementale et l'agriculture bio. Il y a ici une agricultrice qui se reconvertit en bio. Elle doit savoir mieux que moi que l'engagement haute valeur environnementale, c'est vide, il n'y a rien. Bon, c'est un label promu par la FNSEA pour noyer le poisson. Bon. Alors, ceci dit, moi, je me permets de redire ce qui a été dit, c'est-à-dire que le 15 octobre, il y aura une table ronde où tous ces points seront abordés et j'espère approfondis, et que ce serait bien, à mon avis, humble, qu'on profite de la présence de Florence Abetz pour approfondir ce qui est vraiment le plus difficile dans cette affaire, c'est-à-dire tous les aspects spécifiques à l'hydrologie. Et j'en profite, puisque j'ai le micro, je vais lui poser 2 questions très rapides. Si j'ai bien compris, quand l'État, à travers ses arrêtés, fixe des seuils piézométriques au-delà desquels il sera interdit de remplir les bassines en hiver. Et qu'il nous dit, ces seuils piézométriques garantissent qu'on pourra sauvegarder la recharge des nappes. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est totalement bidon. Il n'y a pas de possibilité de calculer pour les 10 ou 20 années qui viennent, ou les 30 années de fonctionnement des bassines, des seuils qui vont rester stables. Et d'autre part, sur quelle base ces seuils peuvent-ils être calculés, puisque aucune étude n'a été faite des relations exactes entre les nappes et les cours d'eau. On sait simplement que dans le bassin du Clin, la plupart des cours d'eau bénéficient d'un soutien d'étiage par les nappes, puisque le pompage aura lieu dans les nappes superficielles. Ça a été bien dit tout à l'heure, les mêmes nappes où l'on puise l'eau potable. Puisque dans le bassin du Clin et dans la Vienne, on ne peut pas puiser l'eau potable dans l'infratoire ancien. L'infratoire ancien, il est plein de fluor, plein de manganèse, on ne sait pas l'extraire. Donc on pompe massivement dans l'eau des rivières pour approvisionner Poitiers et dans les nappes superficielles. Et c'est là aussi qu'on va pomper pour l'irrigation. Et on nous dit qu'on va trouver des seuils piézométriques garantissant le remplissage sur le papier. Bon, ça, donc j'espère que j'ai bien compris ce que disait Florence. Mais il y a une deuxième question plus technique, je suis navré, qui me turlupine depuis longtemps. Certains parmi nous pensent que ce serait un moindre mal d'avoir des retenues collinaires qui capturent l'eau de ruissellement. D'autres, au contraire, y compris un ami hydrogéologue, nous dit « Oh là là, la retenue collinaire, c'est pire que les bassines ». J'avoue ne rien comprendre là-dessus. Et donc, si vous aviez une petite idée pour me dire...
Merci beaucoup Jean-Louis pour cette question. Donc effectivement pour l'évolution, clairement on a du mal à anticiper la recherche générale. Donc si on fixe un seuil à l'automne, c'est sûr qu'on ne sera pas capable. On peut juste faire l'historique et se dire on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là, mais comme le climat change, effectivement on n'est pas à l'abri. Voilà. Et si par hasard on mettait un seuil, il faudrait pouvoir le remettre en question de façon très récurrente. Et alors je ne sais pas tout combien. Mais... Bon, enfin ça c'était pour ce premier point. Et le second point, alors oui. Quel type de retenue? Là, j'ai pas trop insisté parce que chez vous, c'est des bassines. Les retenues collinaires, donc c'est des retenues qui sont sur cours d'eau, ou parfois elles sont plutôt au niveau des sources. Bon. Et puis, finalement, moi, comme je le disais, les bassines, on a très peu de données, donc on a beaucoup de mal à savoir ce que ça fait. Donc, encore une fois, c'est pas de la mauvaise volonté, mais on les a pas les données. Donc, moi, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'en plus, on pompe, donc on consomme beaucoup d'électricité. C'est vrai qu'une retenue qui se remplirait par gravité aurait l'avantage de ne pas nécessiter de pompe. A priori, moi, ce que j'imaginerais de mieux, c'est quand même des retenues en dérivation, c'est-à-dire surtout pas sur cours d'eau pour pas trop affecter le milieu. Et on sait contrôler quand est-ce qu'on la remplit, quand est-ce qu'on la remplit pas. Mais franchement, ce qu'il y a de mieux, du mieux, c'est les aquifères. En fait, si on avait des aquifères bien, où l'eau elle est protégée, elle s'évapore pas, elle est de bonne qualité. Et elle est distribuée, c'est-à-dire que les gens, la personne qui est à sec, qui a vraiment besoin d'irriguer son pôle qui est à 5 km du cours d'eau, elle peut quand même prendre de l'eau. Enfin, je trouve... Bon, ici, vous avez des nappes, mais peut-être pas très bien distribuées, peut-être pas assez capacitives, donc il faut trouver une autre solution. Et peut-être que les retenues, vous n'avez pas des super cours d'eau non plus, donc je suis désolée, vous avez beaucoup d'autres points forts, je m'excuse. Mais sinon, voilà, c'est vrai qu'il faut regarder le contexte. En tout cas, quand l'eau, a priori, circule, on peut refroidir l'eau dans la retenue, donc ça, c'est un point quand même important pour réduire les pertes. Il ne faut surtout pas que ça entrave le milieu. Et puis, l'eau dans les sols, par exemple, regagner de la capacité d'eau dans les sols, c'est toujours de l'eau qu'on n'aura pas besoin de pomper. Et pour ça, ça passe très certainement par une amélioration de la qualité des sols. C'est une très bonne, c'est un très bon stock d'eau qui a beaucoup de poids forts, mais qui demande un effort pour y arriver. Et c'est en ça que c'est un peu critiquable de tout miser sur les retenues, parce que on a aussi perdu de la capacité d'eau dans les sols, et qu'il y aurait besoin d'investir aussi pour refaire des pratiques qui permettent de les regagner, et qui seraient beaucoup plus résilientes à la fois pour les excès d'eau, à la fois pour les périodes sèches. Bon, même si ce ne sera pas à 100%, je veux dire, il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas être efficace à 100%, mais déjà, ça pourrait permettre pas mal. Est-ce que vous avez des conseils à donner à monsieur le directeur régional de l'agence de l'eau pour utiliser mieux son argent? Quelles mesures pourraient financer l'agence de l'eau pour améliorer la recharge des nappes, par exemple, pour favoriser la filtration? Moi, je pense que c'est avant de... la recharge des nappes, en tout cas, c'est passer par la qualité des sols, mais je pense qu'il en est très conscient et qu'il voit ça tout le temps, et que c'est facile de le dire et c'est pas facile de le faire, parce que, lui comme moi, on n'est pas agriculteur, et que c'est quand même dans la main des agriculteurs de regagner une qualité de leur sol. Et ça passe sans doute par du conseil, sans doute par des aides. Moi, je vois en Seine-Normandie, par exemple, qui se demandent vraiment, est-ce qu'on peut aider les agriculteurs à passer au bio, par exemple? Mais évidemment, une agence de l'eau n'a pas l'argent de la PAC. Si la PAC ne le fait pas, comment voulez-vous que les agences le fassent? Enfin, quelque part, il y a une absence de logique, de cohérence dans la politique publique. C'est ça aussi le problème. Donc, bon. Je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit. Une évolution des pratiques agricoles, c'est probablement pas le boulot de l'agence de l'eau, certes, mais une évolution des pratiques agricoles pour provoquer plus d'infiltration dans le sol et diminuer le ruissellement. Tu peux dire 2 mots dessus? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, on sait que les haies, vous savez bien que les haies, toutes les agences de l'eau soutiennent les haies. Et cependant, malgré des années de soutien, que ce soit les haies, que ce soit les zones humides, tous ces milieux qui ont des très belles qualités, qui sont soutenus depuis des années, on les voit quand même disparaître. Alors les haies, c'est souvent les anciennes haies qui sont malheureusement toujours détruites, même si on en remplante de nouvelles. C'est très dommageable, parce que c'est un puits de biodiversité et tout ça, parce qu'encore aujourd'hui, il y a du remembrement. Enfin, vous savez, les exploitations agricoles, elles continuent d'évoluer. Donc tout ça,
par rapport à la trajectoire qu'on devrait mener, qui donc est une vraie rupture par rapport à ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne la suit pas. On sait très bien des éléments, enfin, il y a des choses on sait qu'ils vont aller dans le bon sens, même si ça ne va pas régler tous les problèmes, mais on sait que c'est quand même plutôt vers ça qu'il faut faire. C'est soutenu depuis des années, on voit que ça a beaucoup de mal. Éviter, réduire, compenser, je pense que pour les zones humides, je veux dire, à la rigueur, il y a des agents qui sont déprimés de voir à quel point ça ne fonctionne pas finalement. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que éviter la destruction des haies ou des zones humides, réduire l'impact quand on construit dessus, ou compenser, bon, finalement les gens ils vont direct à compenser, puis finalement ils ne compensent pas. Voilà, enfin, tout ça c'est des politiques qui fonctionnent quand même assez mal, et c'est quand même bien dommage, parce qu'il y a de la volonté quand même, et voire il y a de l'argent dépensé. Je crois qu'avec les questions de Jean-Louis, on est arrivé à quelque chose qui ressemble à une belle conclusion. Peut-être qu'on peut prendre une question. Elle sera très brève. Allez-y. Sur les estuaires, est-ce que ça a des prélèvements sur les rivières a un impact sur les estuaires? Et je pense aux ostréiculteurs. Ah, oui. Alors moi, je trouve que c'est toujours un impact qu'on oublie. Je trouve ça tragique pour les estuaires. Oui, bien sûr, les prélèvements en eau, si on en prélève partout, après il y en a moins à la fin. Et moi, avant, j'étais à Toulouse, donc Toulouse, vous savez, tout cette eau qui est gâchée à la mer, c'est tragique. Quand vous voyez la ville de Bordeaux, par exemple, ils sont bien contents qu'il y ait de l'eau qui arrive, voire ils souffrent maintenant de ne pas avoir assez de crues qui chassent le bouchon vaseux, excusez-moi. Voilà, et donc bien sûr que c'est hyper important d'apporter de l'eau à la mer en quantité, en qualité, hein, pas pleine de pesticides, pas pleine de nitrates. Et simplement, dans l'expertise collective, on avait mis une petite section dessus. Si vous prenez la mer Méditerranée, qui est particulière parce qu'elle est relativement fermée, et si vous voyez les énormes barrages qu'on a construits tout autour, donc au hasard le Nil, mais si vous prenez l'Espagne, l'Èbre, tout ça, on a tellement réduit la quantité d'eau qui arrive à cette mer Méditerranée par tous nos prélèvements, que finalement, on accentue la salinisation de la mer, hein, puisqu'il y a moins d'eau douce qui arrive, donc finalement, elle est plus salée, donc du coup, elle est plus lourde, donc du coup, elle circule différemment. Et ça a des impacts sur toute la biodiversité de la mer, en fait. C'est loin d'être négligeable. Alors, ok, ça se voit beaucoup sur cette mer qui est quand même pas petite, mais qui est fermée. Mais ce qu'on voit de façon relativement claire sur la mer Méditerranée, évidemment, il se produit sur tous les exutoires. Alors après, c'est un peu plus dilué, parce qu'évidemment, quand on est façade atlantique, on s'en rend un petit peu moins compte. Mais encore une fois, si vous prenez le bouchon vaseux à Bordeaux, c'est évident qu'ils souffrent plus, enfin, ça a plus d'impact maintenant que les débits de la Garonne, ils sont diminués. Voilà, donc oui, les impacts à l'estuaire, c'est hyper important. Il y a eu un reportage qui a été diffusé déjà une fois sur TF1, appelé Apocalypse Eau, sur Ushuaïa, qui va être diffusé une deuxième fois, et avec l'exemple du Poitou-Charentes, ces impacts sont illustrés et commentés par des gens qui sont des politiques, des élus, qui s'y connaissent très bien. Il y a des efforts à La Rochelle d'aider les agriculteurs à passer à l'eau, à la bio, parce qu'on veut réduire l'impact de l'agriculture. Ce reportage, il s'appelle Alerte eau. Alors, si vous voulez voir quelque chose de qualité, bien informatif sur votre coup. Alors, je vais prendre la parole, un tout petit détail sur les bassines et l'eau potable. La première bassine qui est en train de se construire à Mosée, elle est juste à côté d'un point de prélèvement d'eau potable. Alors, voilà la catastrophe qu'on va arriver. Merci. Merci de votre attention. Merci d'être venu. On va clore la conférence maintenant. Je vous rappelle la deuxième étape de ce cycle, donc avec la table ronde du 15 octobre sur la commune de Lusignan. Bonjour et bonsoir à tous. Je vous remercie de votre présence. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont organisé cette conférence. En premier lieu, bien sûr, notre conférencière, mais aussi les personnes de la CIN Non Merci 86, les personnes de la LPO, les personnes de l'UFC
Et puis bien sûr, nos administrateurs deviennent nature. Je vous remercie et à bientôt.